Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux pour assister à cette table ronde particulièrement intéressante. Vous allez le voir, bien vieillir chez soi, concrètement, on fait quoi? On va y venir dans un instant. Juste le temps pour moi de vous annoncer un rendez-vous très important que vous propose le Salon des services à la personne cet après-midi. L'espace VIP que vous voyez ici même, qui est juste à côté avec les rideaux verts, va se transformer en un nouveau lieu d'échange. Cet après-midi, 43 auteurs, réalisateurs de films, podcasteurs, experts seront réunis pour échanger avec les exposants et les visiteurs sur leur thème de prédilection, les aidants familiaux, le thème du bien vieillir que l'on va évoquer là maintenant, le handicap également. Alors nous aurons la présence de plusieurs médecins, le docteur Sarkozy, qui est le frère d'eux, je ne vous le cache pas, Hélène Rossineau, le docteur Valinduc également, qui est médecin qui intervient dans les émissions de France 2. Il y aura Antoine Aoun, l'aventurier paraplégique, qui, après avoir effectué Pékin-Caen en vélo à bras, va escalader en décembre le Kilimandjaro. Voilà, c'est cet après-midi, ce sera entre 15h et 17h. Venez donc nous rejoindre ici dans l'espace VIP, vous y ferez de belles rencontres professionnelles et personnelles. Voilà. Information importante, je la renouvellerai tout à l'heure. Mais intéressons-nous tout de suite à ce thème important. Donc bien vieillir chez soi, concrètement, on fait quoi? C'est vrai que vivre le plus longtemps possible chez soi est le souhait, on le sait, de 90% d'entre nous. En 2030, la France comptera quelques 21 millions de 60 ans et plus, soit 3 millions de plus qu'aujourd'hui. Parmi eux, il y aura 55 000 centenaires, soit 7 fois plus qu'en l'an 2000. Alors quels sont les impacts du vieillissement de la population sur notre société? Quel modèle de financement de la dépendance déployer pour couvrir les besoins? Quels services faut-il développer ou créer pour accompagner les seniors et leurs aidants? Comment adapter notre habitat pour y vivre en autonomie le plus longtemps et le plus heureux possible? Nous allons débattre de ces différentes questions avec nos invités présents que l'on remercie. Marie Grosset, qui est secrétaire générale au Haut-Commissariat au Plan. Bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous. Jean-Benoît Dujol, directeur général de la cohésion sociale. Merci de votre présence. Avec nous également Hugues Vidor, directeur général ADEDOM. Bonjour, merci d'être là. Nicolas Urtiger, président de Synerpa Domicile. Et Titouan Levard, directeur général adjoint de Silver Valley. Merci de votre présence à tous les cinq. Marie Grosset, on va peut-être commencer avec vous sur ce thème du... Ça marche, ne vous inquiétez pas. Et parlez bien dans le micro, voilà, je dis ça pour tous, parlez bien en face du micro pour qu'on vous entende bien au fond. Ce thème du bien vieillir chez soi, concrètement, on fait quoi? Quelle est la mission autour de ce thème du commissariat au plan, justement? Merci beaucoup. Le Haut-Commissariat au plan, c'est une instance qui est chargée de prendre de la hauteur par rapport aux sujets et aux difficultés qui se posent à la France actuellement et dans le futur. Et donc, il se trouve que nous avons publié au mois de février une note sur le vieillissement qui est en ligne sur notre site internet pour justement évoquer ce sujet extrêmement important pour la société française. Voilà, donc vous avez eu la gentillesse de nous inviter aujourd'hui. 3 messages principaux que je vais développer, mais en gros, vous l'avez dit, il faut replacer ce sujet dans un contexte plus général, géographique, démographique et sociologique. Et aussi rappeler les questions des métiers qui sont sous tension actuellement, notamment dans les services à la personne, et rappeler des données pour montrer combien il y a une difficulté entre l'offre et la demande qu'il va falloir régler. Et donc expliquer, donc je vais rappeler un peu ces grands chiffres pour ensuite vous expliquer quelle est la vision du Haut-Commissariat au plan, vision qui est extrêmement raccord avec celle, heureusement d'ailleurs, avec celle du gouvernement, puisque nous avons retrouvé dans la stratégie nationale du bien vieillir qui vient d'être développée par la ministre beaucoup de propositions que nous avions fait dans notre rapport. Et une conviction que je partage avec vous et que je vous redirai, c'est que nous sommes convaincus qu'il n'y a pas une seule façon de vieillir, il y a plusieurs façons de vieillir, notamment en fonction des souhaits des personnes, mais aussi en fonction des territoires. Il faut, à notre sens, toujours partir de la personne pour organiser les politiques publiques autour d'elle et non l'inverse. Et il y a sans doute une révolution un peu à opérer dans notre société autour de ça. Donc les chiffres, pour aller assez vite, vous les avez rappelés, les chiffres principaux sur le vieillissement de la population.
On a un taux de fécondité qui est en baisse actuellement, un allongement de l'espérance de vie, et les personnes de 75 à 84 ans, qui sont aujourd'hui 4,5 millions, seront environ 6,1 millions à partir de 2030. Et logiquement, donc dans la décennie suivante, on va voir l'explosion des personnes âgées de plus de 85 ans. Elles sont aujourd'hui un peu plus de 2 millions, mais elles seront 3,5 millions en 2040 et 4,8 millions en 2050. Et donc l'INSEE projette que la population française âgée de plus de 65 ans, qui est actuellement de 20%, de la population sera de 25% en 2040 et de 30% en 2050, ce qui change quand même considérablement la donne. Avec une donnée importante aussi qui est qu'on vieillit mieux que nos parents, à savoir qu'aujourd'hui, une personne de 60 ans, en gros, a 20 ans de moins, d'après une étude médicale récente, que ses parents ou ses grands-parents. Oui. Ouais. Et il faut aussi pondérer ces chiffres par rapport à la question de la dépendance, parce que certes, beaucoup de gens vieillissent, mais la question la plus lourde, c'est celle de la dépendance. Et donc ça, l'âge moyen d'entrer dans la dépendance, il est en gros de 78 ans pour les hommes et 85 ans pour les femmes. Et ça va considérablement augmenter, puisque en 2030, on estime, actuellement on est à 4 millions, et on estime que on va passer en 2030 à 6,4 millions et à 7 millions en 2050. Donc on va avoir de plus en plus de personnes dépendantes, avec un poids pour notre protection sociale extrêmement important. Les dépenses consacrées à l'autonomie sont de 1,11% du PIB elles étaient de 1,11% du PIB en 2014. Elles seront à plus de 2,07% en 2060. Donc vous voyez, ce sont des chiffres qui sont très parlants. Alors, vous l'avez rappelé, le contexte sociologique qui change, c'est que les personnes veulent vieillir chez elles. Oui. Et notre ami Luc Broussy, avec qui nous avons travaillé au plan sur un rapport sur le logement des personnes âgées, rappelle souvent que c'est toute la génération post-68 qui va partir à la retraite et qui a une forte volonté d'autonomie. Les fameux papy boomers, oui. Et je pense que cette tendance ne va pas du tout changer et que on est dans une société où les gens aspirent de plus en plus à vieillir comme ils le souhaitent et on le comprend. Donc ça, c'est un facteur sociologique très important. Et ensuite, le facteur très important qui, à notre sens, doit être pris en considération de façon beaucoup plus importante en France actuellement, c'est le contexte géographique. En fait, on ne vieillit pas de la même façon partout en France, notamment parce qu'on a une concentration des personnes âgées, en gros, pour faire court, sur les côtes, en fait, oui. Sur l'Atlantique et sur le pourtour méditerranéen. On veut aller vieillir au soleil, c'est voilà, ça, on veut aller vieillir au soleil pour aller vite. Et on se retrouve avec des zones où on a, notamment dans le centre de la France et dans le nord et dans l'est de la France, des zones où on a beaucoup de personnes âgées par rapport à la population générale. Donc on a à la fois un pourcentage de personnes âgées qui est plus important sur l'ouest de la France et le sud, mais la population générale est aussi importante, donc finalement ça se compense à peu près. Mais par contre, on a des zones où on a des personnes âgées qui vont augmenter, le nombre de personnes âgées avec une densité de population qui est moins importante. Et là, il y a un gros sujet que tout le monde voit, c'est cet écart entre la densité de population totale et la part des personnes âgées. Et du coup, la difficulté de trouver des aidants, des personnes pour travailler à domicile, avec un problème d'attractivité de ces zones qui se désertifient, manque de transport en commun, manque de vitalité économique et donc manque d'attractivité pour les métiers du care. Donc ça, c'est un vrai sujet qu'il faut avoir en tête. Selon les projections de la DARES et de France Stratégie, parmi les métiers les plus en tension pour les prochaines années figurent les aides à domicile, plus de 210 000 personnes, et des aides-soignants, 100 000 personnes, donc pour les projections sur 2030, donc on est vraiment très proche, alors que c'est aussi un formidable vivier économique, puisque parmi les métiers les plus créateurs d'emplois d'ici 2030 figurent les aides à domicile, les infirmiers, les sages-femmes et les aides-soignants, qui sont dans les 10 métiers où il y a le plus de création d'emplois. Et donc ces études qui ont été faites par la DARES et France Stratégie sont extrêmement intéressantes parce qu'elles permettent de bien voir
ce qui va se passer dans les prochaines années. Et en plus, ils ont fait un travail prospectif à échelle régionale. Et on voit que, par exemple, dans certaines zones, par exemple comme les Pays de Loire, eh bien, il va y avoir encore plus de tensions de recrutement parce qu'il y a encore plus de besoins. Et c'est ce que je vous expliquais par rapport à la densité de la population. Donc il faut avoir, en fait, et nous, c'est ce qu'on prône au commissariat au plan, une approche extrêmement fine des politiques publiques en faveur du bien vieillir. Et il ne faut pas toujours voir les choses de façon trop large et trop caricaturale. Il faut regarder chaque territoire. Et donc nous, on prône pour une cartographie des territoires très fine et pour essayer d'avoir une approche très transversale. Il ne faut pas uniquement voir les choses d'un point de vue attractivité du métier des services à la personne ou nombre d'EHPAD, par exemple, mais il faut aussi voir qu'est-ce qu'il y a comme transport en commun pour le conjoint de la personne qui va être aidant à domicile. Est-ce qu'il y a des crèches? Est-ce que pour la maman qui va devoir travailler, laisser ses enfants le matin ou le papa? Est-ce qu'il y a toute une infrastructure autour de ça? Et donc voilà, c'est un peu le grand message que je porte ici aujourd'hui devant vous. C'est que nous, on est intimement convaincus que bien vieillir chez soi, c'est avant tout une politique d'aménagement du territoire qui est nécessaire. Il y a des acteurs multiples qui interviennent sur le secteur du bien vieillir, des acteurs privés, des acteurs publics. On a actuellement des outils de planification qui sont les schémas départementaux d'autonomie qui doivent être utilisés à notre sens vraiment parce qu'ils permettent de mettre à plat l'offre, la demande, et sans doute faudrait-il un peu les ouvrir au secteur privé et les faire de façon plus transversale. Il nous semble vraiment nécessaire de cartographier l'ensemble des besoins selon les territoires et d'y répondre par une planification stratégique transversale. Je termine. Je vous vois trépigner. Pas du tout. Pas du tout. Et voilà. Nous, je vous renvoie vers nos travaux. On a plusieurs préconisations. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a tous à peu près la même vision des choses. On est tous convaincus qu'il faut que les politiques publiques se fassent à partir de la personne, qu'on construit d'un système autour d'elle. Je n'ai pas parlé aussi de ce qui est très important, c'est de rendre accessible tout ce qui existe aux personnes âgées avec le système du guichet unique et toutes les mesures qui sont prises pour faciliter l'information auprès des personnes âgées, l'accès aussi aux mesures de protection, les mesures de protection judiciaire ou non judiciaire. Il faut vraiment penser les choses de façon extrêmement globale, extrêmement transversale. Et c'est ce que le Haut-Commissariat au Plan a essayé de proposer dans sa note. Voilà, et on le remercie parce que c'est vraiment des sujets très importants. On en débat depuis 2 jours ici, effectivement, de cet aspect extrêmement nécessaire aujourd'hui de réagir à cet état de fait, à savoir que la population vieillit, qu'il y a de plus en plus de demandes et que nous sommes dans un secteur des services à la personne où il y a des difficultés de recrutement. Partir, vous l'avez dit, Marie Grosset, de la personne, en fait, c'est un élément essentiel, je crois, qui est commun à nos différents invités ici autour de la table. Alors, on a vu ce que proposait le Haut-Commissariat au Plan. Jean-Benoît Dujol, vous êtes directeur général de la cohésion sociale. La direction générale de la cohésion sociale qui pilote les politiques publiques de solidarité pour améliorer la vie quotidienne, notamment des personnes âgées. Quelles sont, vos préconisations pour cette échéance qui arrive de façon urgente et qu'il faut absolument arriver à réaliser? Merci. Effectivement, ça arrive de façon urgente et ça a déjà commencé. C'est intéressant dans la cinétique qu'a décrite Madame au titre des travaux du commissariat au plan, c'est de s'apercevoir que à partir de 2030-2040, on est face à une explosion de la proportion des personnes en situation de perte d'autonomie, mais d'ores et déjà, les premiers effets commencent à se faire sentir et c'est une vraie transition démographique qui est en train de se réaliser, de la même façon qu'il y a une transition écologique. Ce n'est pas juste un choc à encaisser ou simplement un défi à relever, c'est une adaptation de la société à une nouvelle donne radicalement différente. Et ça se fait sentir dans beaucoup de domaines. Alors vous l'avez dit, l'enjeu pour nous, pour correspondre aux aspirations profondes des Français, c'est de négocier ce qu'on appelle parfois le virage domiciliaire, c'est-à-dire de restructurer l'offre de prise en charge des personnes en perte d'autonomie autour de chez elles, pour leur offrir un chez-soi, pour qu'elles restent chez soi ou qu'elles vivent
comme chez elles, parce qu'il y a aussi toute une problématique qu'on aura peut-être l'occasion d'aborder autour de l'habitat intermédiaire ou inclusif et qui rejoint les préoccupations d'aménagement du territoire qui étaient évoquées à l'instant. Mais si on prend le cas le plus simple, il y a une aspiration profonde des Français qu'on doit accompagner de vivre chez elles. Mais ça ne se décrète pas et ce n'est pas exactement de là d'où on part. Au contraire, quand on regarde la situation de la France par rapport à d'autres pays, il y a ce qu'on appelle parfois de manière un peu barbare un taux d'institutionnalisation, c'est-à-dire une proportion des personnes âgées en perte d'autonomie pris en charge en institution, donc dans des EHPAD, des maisons de retraite, ce qui n'est pas forcément un mal en soi, mais ce qui est plus élevé qu'ailleurs, en tout cas que dans certains pays, parce qu'il y a évidemment aussi des effets de géographie à l'échelle européenne. On peut faire des groupes de pays et s'apercevoir et positionner la France dans une situation un peu intermédiaire. Et par exemple, dans les pays du Nord, on a arrêté de créer des places d'EHPAD dans les années 90, au début des années 2000, et on a pris résolument un virage domiciliaire. Alors, il ne faut pas se contenter d'arrêter de créer des places d'EHPAD. Et d'ailleurs, dans les pays du Nord, certains reviennent un peu sur cette vision un peu trop raide ou trop épingle à cheveux du virage domiciliaire, pour filer un peu la métaphore. Mais il faut créer les conditions d'une prise en charge qui tiennent mieux compte, vous l'avez dit très justement, des besoins des personnes. Et le premier de ces besoins, c'est de vivre chez elles. Et ça repose sur les services du domicile. Alors, ça repose sur toute une condition de possibilité aussi, que je ne développe pas, sur l'aménagement de la ville, l'aménagement du territoire, mais c'est aussi l'organisation de ces services. Alors, on ne fait pas que préconiser à DGCS, on essaye d'agir. Et ces virages domiciliaires, on ne fait pas que le promettre ou l'anticiper, on essaye de l'organiser. Et depuis déjà plusieurs années, dans le cadre des lois financières, les lois de financement de la sécurité sociale, on a posé un certain nombre de mesures qui sont en train de produire des effets. Donc il va falloir amplifier, compléter, améliorer. Et la ministre était là d'ailleurs hier sur cette même scène. Elle a procédé à quelques annonces. Mais si on revient un petit peu en arrière sur les dernières lois de financement de la sécurité sociale, celle de 2021, celle de 2022, y compris la dernière, celle de 2023, on a posé des actes forts qui commencent à préfigurer ce virage domiciliaire. D'abord, on a décidé de créer des places de SIAD, les services infirmiers à domicile. 25 000 places de SIAD vont être créées sur l'ensemble du territoire d'ici 2030. On a réformé la tarification des SIAD. Elle était, disons, pour le dire rapidement, un peu forfaitaire, elle était mal adaptée à la prise en charge des personnes dans les situations les plus graves, et les profils de personnes qui relevaient de l'EHPAD pouvaient difficilement être prises en charge, pour le dire rapidement, à domicile, faute de services correctement financés pour le faire. On a transformé le système de tarification des SIAD pour permettre la prise en charge de cas les plus lourds à domicile. On a aussi décidé, parce que ça correspond évidemment aux besoins des personnes qui vieillissent chez elles, de rapprocher les SIAD et les services qui font, entre guillemets, simplement de l'aide, qui ne font pas du soin. C'est ce qu'on appelle les services autonomie à domicile, qui doivent se mettre en place à compter de 2025. Bon, il y a toute une série d'aménagements, de règles et de dispositions transitoires, mais le cahier des charges a été publié au mois de juin dernier. Et l'idée, c'est de proposer systématiquement à toute personne, dans la logique un petit peu de guichet unique qui a été évoqué à l'instant, un accompagnement coordonné entre l'aide et le soin. Il ne faut pas renvoyer les personnes selon la nature de leurs besoins d'un guichet à un autre. On veut une porte d'entrée qui permette de concilier des besoins dans l'accompagnement de la vie quotidienne, le repas, la toilette, le change, et les soins peut-être plus techniques qui relèvent, à strictement parler, d'une prise en charge par une infirmière. Ça, ce sont les futurs services d'autonomie à domicile, et c'est vraiment la grande affaire du secteur en ce moment, puisque ça suppose évidemment de regrouper un certain nombre de personnes. On a pris d'autres mesures, je ne veux pas être trop long, mais je les mentionne quand même, en améliorant, et on va faire beaucoup plus dans le futur, la tarification de ces services. Ça repose sur l'aide personnelle à l'autonomie, la fameuse APA. Et il y avait des systèmes très hétérogènes, ils le sont toujours, selon les départements. On a mis en place un tarif plancher à 22 €, à 23 € désormais, un peu plus l'année prochaine, on n'a pas encore tous les arbitrages, pour en quelque sorte relever le niveau, accompagner une montée en qualité aussi de ces services, parce qu'au-delà de ce tarif plancher, on a mis en place aussi, et c'est en train de se déployer à l'initiative des départements dans tous les territoires, une dotation qualité qui vient compléter de 1, 2, 3 € ce service, ce tarif socle, ce tarif plancher, avec précisément l'idée d'augmenter la qualité de la prise en charge. Donc, avec toutes ces mesures, j'aurais pu parler aussi des centres de ressources territoriaux, qui sont des dispositifs experts, spécifiques, qui peuvent partir
d'un service à domicile ou d'un EHPAD pour intervenir au domicile des personnes et renforcer un petit peu la qualité de la prise en charge et la technicité de la prise en charge. On est en train, je crois, d'organiser les conditions de possibilité de ce virage domiciliaire. Alors, ça monte en charge progressivement, évidemment. Les places de SIAD que j'évoquais, 25 000, c'est 3 000 cette année. Ce sera à peu près la même chose l'année prochaine et ça se cumule. Et on peut faire plus, la ministre en a parlé. Alors, elle a dit hier, à juste titre, que le mois de novembre qui est en train de s'achever avait été particulièrement riche sur le plan des politiques de l'autonomie. Elle a raison, puisqu'elle a annoncé la feuille de route, Bien vieillir, qui est notre cadre en quelque sorte pluriannuel. Elle a fait voter au Parlement en première lecture à l'Assemblée nationale la proposition de loi sur le bien vieillir, et elle a fait une annonce très importante qui est actée dans cette proposition de loi, c'est le dépôt et le vote l'année prochaine d'une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge. Et j'en terminerai là pour ne pas être trop long, pour insister sur le caractère indispensable de cet exercice, qui n'est pas un exercice théorique, qui n'est pas qu'un exercice de finances publiques. On l'a dit à l'instant, on est sur des mouvements de long terme, des mouvements tectoniques. La transition qu'on évoque, elle a commencé maintenant, elle va s'accélérer après 2030, elle va se poursuivre au-delà de 2040. On travaille pour ça va aller vite, comme disait Marie Grosset tout à l'heure. Donc ça va très vite, mais ça dure longtemps. Et c'est très complexe, parce qu'il faut articuler toute une série de dimensions différentes pour réaliser la transformation de la société, pour accompagner la transformation de la société que l'on évoquait. Et pour ça, on doit donner de la visibilité aux acteurs. On doit pouvoir dire aux acteurs les conditions dans lesquelles ils seront financés, soutenus, accompagnés dans 5, dans 10, dans 15, dans 20 ans, pour qu'ils puissent opérer les transformations, les regroupements, les adaptations qui sont nécessaires. Et ce cadre pluriannuel, aujourd'hui, on ne l'a pas. Alors, bien sûr, il y a des programmations pluriannuelles en matière de finances publiques, mais ça ne donne pas l'horizon temporel et le niveau de précision qui est nécessaire aux acteurs pour s'organiser. Et l'ambition que la ministre poursuit, et qui se concrétisera l'année prochaine par le dépôt et le vote de ce projet de loi, c'est de donner aux acteurs le cadre pour qu'ils puissent ensuite développer les actions nécessaires à la prise en charge des personnes au domicile. Voilà, et des actions, vous évoquiez la loi Bien vieillir, qui évoquait Aurore Berger également hier ici sur ce salon, avec parmi les propositions qui sont faites aussi la carte professionnelle pour les professionnels des services à la personne, qui fait pas mal débat depuis 2 jours ici. Alors, on a vu ce que vous proposiez, la direction générale de la cohésion sociale et puis également le Haut Commissariat au Plan. J'ai envie maintenant de me tourner vers ceux qui sont sur le terrain. Alors avant d'évoquer avec vous, Titouan, tout à l'heure l'exemple de Silver Valley, peut-être j'ai envie de poser la question à la fois à Nicolas Urtiger pour Synerpa Domicile, le syndicat national des établissements résidences et services d'aide à domicile privé pour personnes âgées, et également vers vous, Hugues Vidor, que vous représentez donc l'ADEDOM, la Fédération nationale qui a pour ambition de défendre et de soutenir le développement des activités des associations et des structures gestionnaires à but non lucratif. Alors, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui réenchanter tous ces métiers des services de l'aide et du soin à domicile, puisqu'il y a quand même urgence en la matière? Je ne sais pas qui veut commencer. Hugues, vous voulez commencer? Allez-y. Prenez le micro. Je veux bien d'abord vous remercier pour cette réunion, parce que c'est toujours un plaisir d'évoquer ces sujets qui sont des sujets sociétaux. Alors peut-être partir de la conclusion de M. Dujol et repartir sur la feuille de route de la ministre, parce que c'est ça qui quand même va donner le cadre de notre action pour les années qui viennent. Pour être assez cash et dire les choses, voilà, on a là, pour nous, un véritable espoir et de véritables promesses, parce que c'est vrai, M. Dujol l'a rappelé, il y a déjà eu un certain nombre d'avancées structurantes dans le cadre du paysage de l'aide et du soin à domicile, la réforme sur les services autonomie, un certain nombre d'annonces, les places de SIAD, et le fait aussi qu'il y ait plus de régulation avec les départements. Je pense que c'est important dans le cadre de la gouvernance et avec la CNSA. Mais on a encore toute une série de problèmes majeurs qui sont des problèmes d'actualité qui d'ailleurs percutent nos structures et nos associations et les entreprises aussi. On
ensemble fait une démarche en juin dernier. C'est juste pour vous donner un peu la tonalité du paysage et de la situation, pour réclamer auprès de la Première ministre 400 millions d'euros pour le domicile, compte tenu de des difficultés que nous pouvions rencontrer. Les difficultés, elles sont simples. Elles sont liées au fait que, comme toutes les autres entreprises, qu'elles soient associatives ou lucratives, eh bien, on a l'effet de l'inflation. Et l'effet de l'inflation, il a joué sur nos structures, puisqu'on est à plus de 12% sur 2 ans, et ce qui fait qu'il y a un certain nombre de déficits, il y a le coût de la matière première, le coût de l'énergie, le coût des déplacements, et la difficulté à compenser ces coûts. Alors même si nous avons réussi à travers nos accords de branche, puisqu'on est structuré en branche professionnelle, il y a un dialogue social fécond dans l'aide et le soin à domicile associatif. Nous avons négocié des accords et des avenants pour que l'inflation soit quelque part compensée au niveau des structures. Monsieur Dujol l'a rappelé, on a encore des progrès à faire, parce que sur l'ensemble des départements, ce n'est pas tout à fait le cas. Voilà. Et je ne vais pas citer de nom de département en question, mais reste que quand vous êtes volontaire d'appliquer correctement le droit du travail et que vous êtes employeur sur un territoire, je pense à un des départements qui soit d'ailleurs bien doté ou mal doté, eh bien, si ce n'est pas compensé par les accords nationaux au niveau territorial, les 4%, ça vous met en difficulté, parce qu'en tant qu'employeur, vous devez rémunérer les salariés à la hauteur qui a été convenue, sauf que vous n'avez pas les moyens. Et donc, du coup, ça a provoqué toute une série, en tout cas dans le monde associatif, de redressement, de liquidation. Donc, on a un sujet d'urgence aujourd'hui sur ces organisations, qui sont liées aussi au fait qu'il y a eu le post-Covid. Donc, l'ensemble des organisations n'ont pas retrouvé le périmètre de leur action. Et enfin, ça a été rappelé, je le souligne, c'est les problématiques autour de l'emploi. Pour ce qui concerne la branche de l'aide et du soin à domicile associatif, on est déjà sur une pénurie d'emploi de 25 000 salariés. 25 000 salariés. Oui, on a une intervention sur 5 aujourd'hui qu'on ne peut pas satisfaire complètement. Donc ça nous pose un vrai problème. Et quand Madame parlait, et je le prends à mon compte, mais de la question de la prise en charge et la prise en compte des besoins des bénéficiaires, des personnes, c'est ça qui nous importe. C'est la première mission d'ailleurs d'ADEDOM, c'est de répondre aux problématiques et des besoins des personnes. Et aujourd'hui, on a cette question. Alors, comment on fait ? Très pratiquement. J'allais vous dire comment on fait. Alors, très pratiquement, qu'est-ce qu'on a fait, nous, au niveau d'ADEDOM ? On a signé une convention nationale avec Pôle emploi. Et on a aujourd'hui, au niveau de Pôle emploi, je le dis parce que ça n'a pas toujours été le cas, mais avec M. Singly, mais aussi avec l'initiative qui est faite dans la création de France Travail, mais une vraie volonté d'aller sur les territoires, et je peux le dire, puisque nous le faisons. J'étais hier à Metz, je suis demain à Dijon. On fait le tour des territoires, et à chaque fois, qu'est-ce que nous faisons ? Nous mettons en lien et en relation les acteurs de Pôle emploi, l'OPCO de l'aide et du soin à domicile, Uniformation, les partenaires aussi publics type collectivité locale, type le conseil régional et l'ARS qui étaient également présents, et les conseils départementaux, pour traiter cette problématique de l'emploi immédiatement. Parce que là, on n'est pas dans une vision à long terme, c'est aujourd'hui dont les besoins sont là, et on a besoin d'y répondre sur les territoires. Donc très pratiquement, c'est ça. Et il existe aujourd'hui, il faut le dire, toute une série de dispositifs, toute une série d'aides à disposition notamment des associations pour recruter, développer de la lisibilité. Alors il y a 4 points, c'est recruter, fidéliser, être attractif. Alors on ne peut pas répondre à tout ça en 3 minutes, mais n'empêche que ces initiatives portent leurs fruits, parce que derrière, c'est répondre localement, concrètement, avec les conseillers de Pôle emploi et avec les acteurs de notre branche Uniformation et l'ARS et les départements et conseils régionaux sur ces problématiques. Donc ça, c'est déjà un point qui est capital. Je voulais souligner quand même l'intérêt de cette feuille de route et des déclarations de la ministre, parce que je ne vais pas prendre tous les points, mais il y en a quelques-uns qui nous intéressent. On n'aurait pas le temps de prendre tous les points. On n'aurait pas le temps, oui, tout à fait. Mais quand même quelques-uns qui nous intéressent de près. La loi de programmation, ça veut dire que tous les 3 ans, ce ne sera pas, ou tous les 5 ans,
tous les 5 ans, on aura un débat sociétal sur ces sujets. Et j'ai, pour ma part, beaucoup apprécié que ce sujet de la perte d'autonomie soit discuté à l'Assemblée nationale. On a vu le nombre d'amendements qu'il y a eu. Donc on est sur des sujets sociétaux qui intéressent tous les citoyens, tous les Français. Eh bien là, ça y est, on est dans le vif du sujet. On est sur des regards d'ailleurs croisés, hein, parce qu'on n'a pas tous la même approche. Ce serait trop facile en France. Bon, c'est pas le cas. Mais en l'occurrence, ça nous permet d'aborder les problèmes de fond. On voit déjà structurellement des choses avancées. La carte professionnelle, la dotation, c'est-à-dire la réforme du financement, j'insiste pas là-dessus, je serai long, mais parce qu'aujourd'hui le système il est illisible, donc il faut qu'on passe sur un système lisible qui soit accessible à tous et qui réponde aux besoins surtout des populations, ça c'est capital. Et il y a également la gouvernance. La gouvernance territoriale est un vrai sujet, c'est-à-dire le lien entre l'ARS et les conseils départementaux. Le fait, comme l'a dit Madame tout à l'heure, c'est qu'on puisse avoir un accès équitable sur l'ensemble des territoires de la même manière, c'est pour nous un marqueur ce sera un marqueur de cette loi. Alors avec un petit bémol, parce qu'on n'est jamais parfaitement content, c'est toujours comme ça, vous savez, en France. Donc on a vu que la ministre s'était engagée à une réforme de la dotation et une réforme du financement, mais avec un horizon 2027. Bon. Là, pour nous, c'est beaucoup trop long parce que c'est aujourd'hui et maintenant qu'il faut trouver les solutions. Donc, on a besoin d'accélérer, mais on a avec Mme Berger une interlocutrice qui s'engage, qui est à l'écoute. Il y a des choses qu'il faut qu'on réforme rapidement, mais structurellement, on s'est engagé. Les services autonomie, ça nous va. J'arrête là parce que je pourrais être plus long, mais pour dire juste que pour nous, c'est une étape. C'est-à-dire, service autonomie, c'est une étape. Il faudrait aller plus loin. Il faudrait qu'on parle de prévention. On a vu à ECOP, c'est très intéressant, la systématisation des diagnostics prévention pour l'ensemble de nos concitoyens est capitale par rapport à une vraie politique d'autonomie. C'est investir pour l'avenir. Et puis, c'est aide administrative, aide numérique. Et donc, l'articulation et l'aide des soins, c'est bien, mais il faut aller un petit peu plus loin. Alors, est-ce que vous, Nicolas Urtiger, vous allez, comme Hugues Vidor, prendre votre bâton de pèlerin pour aller prêcher, je dirais, la bonne parole sur les territoires, ce qui est essentiel, Anna-Marie Grosset, vous le disiez également tout à l'heure, pour essayer de motiver des vocations, justement, pour pallier à ces 25 000 emplois qui font défaut aujourd'hui? Oui, tout à fait. On en est tous là. Par ailleurs, à titre perso, je suis entrepreneur dans le médico-social et donc mon implication syndicale est purement bénévole. Mettez bien le micro face à vous, comme ça on vous entendra beaucoup mieux. Pardon, excusez-moi. Il faut. Alors, ce qui est formidable dans nos métiers, c'est que on a une utilité sociale formidable. À l'ère où on s'interroge sur le rapport et le sens au travail, on est sur des métiers qui prennent un sens au niveau de l'engagement professionnel et il y a un côté grisant à se dire je contribue à mon humble niveau à résoudre un problème de société tout en suscitant des vocations. Ce qui est frustrant pour nos adhérents et pour les acteurs du secteur, c'est que je pense qu'on n'en a tous jamais fait autant pour développer l'attractivité des métiers, valoriser les métiers, mettre en place des méthodes managériales innovantes. J'ai des adhérents ici présents qui mettent en place les équipes autonomes, développer la qualité de vie au travail, structurer des plans de carrière, des parcours d'évolution, de la formation. Et malgré ça, on a des statistiques RH qui se dégradent. Il y a eu un avant, un après Covid, avec un taux de turnover qui augmente un petit peu, avec un taux d'absentéisme qui augmente un petit peu, avec une volatilité du personnel qui évolue. Mais ça ne touche pas que notre branche, mais tous les métiers du care et du soin ont souffert avec le Covid de cet surinvestissement en 2020, voire 2021, et ce qui a été perçu ou ressenti, à tort ou à raison, comme un manque de reconnaissance. Donc il faut qu'on arrive, et on en est tous à se dire, je vais recruter, malgré moi, des profils de moins en moins qualifiés. Donc j'abaisse mes critères de sélectivité à l'embauche et c'est à moi d'organiser les bilans de compétences et la formation. Alors il y a des actions intéressantes qui se mettent en œuvre. Je discutais hier avec les acteurs de France VAE, l'expérimentation REVA et le côté je crée une start-up dans l'État. Donc ça c'est super. Pour moi qui suis entrepreneur, j'avais jamais entendu ça. Ça a été concluant, donc ça c'est super, mais même eux se plaignent d'un excès de bureaucratisation en interne avec leurs propres administrations. Donc il faut aller au bout de la démarche, miser à fond sur la formation. Il y a eu un sujet récemment sur l'immigration, on ne pourra pas faire sans. Enfin, dans toutes les agglos, aujourd'hui, il
si on fait preuve d'un minimum d'honnêteté intellectuelle, on ne peut pas faire sans, et c'est une bonne chose, c'est formidable, c'est des opportunités. Donc il faut qu'on mise à fond sur la formation, qu'on arrive à fidéliser. S'il y a du turnover, qu'on l'organise, quitte à ce qu'on assume, nous, structures de domicile, d'être un tremplin professionnel. Le fait de pouvoir rapprocher les SAD, les SIAD, évidemment, ça va permettre d'apporter un continuum et d'aller un petit peu plus loin, aide ménagère, auxiliaire de vie, aide-soignant, infirmier, et ça, c'est très bien. On parle beaucoup des conditions salariales, de l'inflation. Finalement, les niveaux de salaire qu'on propose, c'est un sujet. Il y a notamment des problématiques de logistique, de transport, mais il y a aussi à innover sur le plan du management et surtout, Hugues l'a dit, à harmoniser les pratiques départementales. Moi, dans mon propre réseau, si vous voulez, j'ai un département, le Doubs, qui a mis en place une prime d'attractivité des métiers. C'est super, et franchement, c'est génial. Le problème, c'est que j'ai des salariés de la même société qui vont toucher une prime de 1 000 € dans le Doubs, et puis ceux qui sont à côté, en Haute-Saône, n'auront rien. Et je n'ai pas les finances pour apporter sur mes fonds propres. Donc, c'est un peu compliqué de gérer ces disparités. Il y avait déjà eu un sujet sur les primes Covid. C'est-à-dire que l'hétérogénéité des pratiques départementales ont fait que nos adhérents, sur certains territoires, il y a eu 0. Sur d'autres, il y a eu jusqu'à 1 500 € de primes Covid par salarié. C'est difficile à expliquer. Et si vous voulez, pareil ensuite sur des sujets de tarification, d'APA, on en a parlé. Donc, il y a une transformation de l'offre qui est en train de se faire, qui doit se faire, qui malheureusement aurait dû être entamée plus tôt, mais je l'espère, on est en train de rattraper notre retard. Là, en l'espace de 2-3 ans, on a eu le référentiel HS, le décret de transparence financière, l'avance immédiate du crédit d'impôt, le Ségur du numérique en santé, les services autonomie, et j'en passe. Donc, ça fait une charge de travail administrative, mais qui doit être raisonnée de façon un peu pragmatique. Depuis le scandale Orpea, on croule sous les contrôles. Le contrôle en tant que tel, on peut l'entendre, mais quand il est fait en dépit de tout bon sens, on a des adhérents qui se sont fait récemment contrôler par les URSSAF, qui voulaient les redresser sur les primes Covid. Oui, parce que les primes auraient dû être soumises, assujetties à cotisation. Ce qui est faux, mais la charge de la preuve et le temps passé à retrouver les articles de loi, les emails du département pour prouver que le contrôleur est dans le tort, il incombe à la structure contrôlée. Donc on perd du temps alors qu'on court tous après le temps. Enfin, le temps, je pense que c'est la denrée la plus précieuse. Donc il faudrait harmoniser, cesser la bureaucratie, miser à fond sur la formation. Et si on apporte un cadre homogène et pragmatique, les acteurs que nous sommes, on va l'accompagner, la transformation de l'offre. Il y a des structures qui vont mal, certaines structures qui malheureusement vont couler. Pour certaines, ça participe d'une logique un petit peu darwinienne de concentration de l'offre. Et ça, malheureusement, c'est un phénomène de marché qu'il faut qu'on accompagne, mais sans que ça ait d'impact sur les structures, les bénéficiaires et les salariés de ces structures qui ferment. Mais ensuite, il faut surtout nous donner les moyens de digitaliser, d'innover et de structurer tout ça, parce que si on nous plante sur les métiers qui sont... On ne va pas faire pleurer dans les chaumières, on n'est pas malheureux, on se développe, la demande est là. Mais sur des métiers où les marges unitaires sont faibles, il faut vraiment qu'on arrive à optimiser la bande passante qu'on a pour accompagner ce changement. Et tous engagés, si je comprends bien, vous avez en commun d'avoir cette idée d'une politique d'harmonisation dans les territoires, sur les départements. Je sais, Titouan, que vous êtes d'accord avec cette idée et avec également cette idée d'innovation qui est importante, que vous portez avec Silver Valley, dont vous êtes le directeur général adjoint. Vous pouvez nous en parler ? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on m'entend bien ? On vous entend, parler bien dans le micro. Voilà. Ouais. Non, mais je rejoins tout ce qui a été dit, jusque-là, évidemment. À Silver Valley, finalement, notre raison d'être, c'est de produire et de pérenniser des innovations. Et on pense que si on doit répondre à la question comment bien vieillir chez soi, il faut créer des innovations, des initiatives, alors qu'elles soient portées par des projets entrepreneuriaux, des projets associatifs, des projets institutionnels ou de collectivités, peu importe. Mais en tout cas, si on veut avoir de chances de créer des projets qui répondent à des besoins, il faut en faire. Il faut en faire émerger, il faut en pérenniser. Et notamment sur 3 verticales. La première, c'est l'accès des liquidités. En tout cas, on pense, nous, à Silver Valley, on a des institutions qui sont formidables. On a la chance en France d'avoir des caisses de retraite qui fonctionnent plutôt bien malgré tout ce qu'on en dit et qui soutiennent avec des aides individuelles les personnes sur l'adaptation du logement. On a l'émergence de MaPrimeAdapt, on a
un dynamisme très fort des institutions sur la considération du vieillissement. MaPrimeAdapt, ce sera le sujet de la conférence qui vient juste après vous. C'est parfait. Et donc, MaPrimeAdapt, notamment, mais nous, on considère, en tout cas à Silver Valley, qu'il y aura forcément, quoi qu'il arrive, un financement individuel de son avancée en âge et son bien vieillir chez soi, notamment dans l'adaptation du domicile. MaPrimeAdapt en est un témoin. MaPrimeAdapt financera seulement, c'est déjà énorme, mais jusqu'à 70% des travaux, si je ne me trompe pas, eh bien, il faudra trouver les liquidités pour financer les 30% qui restent. Une salle de bain, ça coûte 6 000 € en moyenne à être adaptée. Donc voilà, il va falloir trouver ces liquidités. Les pensions moyennes de retraite, c'est net, sont autour de 1 500 €, et vieillir chez soi compte environ 1 200 € par an. Une étude qui est sortie hier de Silver Alliance. Et donc ça veut dire qu'il va falloir avoir des liquidités. Aujourd'hui, ces liquidités, vous pensez tous, il y a la monétisation du patrimoine, il n'y a pas que ça. Certes, la monétisation du patrimoine via différents mécanismes financiers, le privilège hypothécaire, la nue propriété, sont des solutions. Parce qu'aujourd'hui, il y a 75% des Français qui sont propriétaires de leur logement. Donc ça veut dire qu'il y a un patrimoine qui est monétisable avec des solutions en tout cas qui peuvent entre autres, être plus vertueuse que le viager conventionnel pour justement adapter son logement. Mais il y a toute forme de moyens d'accéder à des liquidités. Il y a la colocation intergénérationnelle, il y a la valorisation d'un bien inoccupé, il y a tout simplement des choses très terre à terre, mais par exemple vous connaissez sans doute Claro ou Blablacar. Finalement accéder à des liquidités, c'est accéder à des solutions comme ça qui permettent de trouver quelques financements. Donc il y a des milliers de moyens d'accéder à des liquidités, mais c'est là aussi on doit innover justement pour cofinancer son avancée en âge. La seconde verticale, c'est ce qu'on essaie de faire à Silver Valley du mieux qu'on peut, mais en tout cas engager les acteurs de proximité qui ont pignon sur rue et qui ne sont pas forcément des spécialistes du vieillissement. Aujourd'hui, on pense, nous, que l'innovation elle va aussi venir des acteurs qui sont des acteurs plutôt généralistes. Et notamment, alors là, si je prends l'exemple parfait, c'est l'exemple des bailleurs sociaux. Les bailleurs sociaux, ils ont pignon sur rue. Alors, ils ont un parc qui est de différentes natures. Dans les milieux ruraux, en effet, on soulignait l'importance de comprendre les différences entre les territoires. Un bailleur social dans la ruralité a un parc très diffus quand il a un parc très collectif dans les milieux urbains, notamment en Ile-de-France. Ces acteurs-là, ils ont pignon sur rue. Ils ont des personnels de proximité comme les gardiens, comme les assistants et assistantes sociales. Ils ont les agences. Donc, ce sont quelque part, d'une part, des premiers prescripteurs finalement de solutions éventuellement pour bien vieillir, mais aussi les premiers repéreurs. On parlait du projet ICOP. C'est vrai que nous, on soutient le fait que ces acteurs comme les bailleurs sociaux soient pleinement engagés dans le déploiement du projet ICOP. Et la troisième verticale, en effet, c'est ces acteurs-là qui sont généralistes ont finalement une vertu peut-être que d'autres n'ont pas, c'est qu'ils ont un caractère finalement assez déstigmatisant. Ils réfléchissent des innovations, ils réfléchissent des offres pour tous, mais adaptées au vieillissement. Et ce qui fait que si on veut être demain dans des logiques préventives et on veut engager des plus jeunes seniors dans la considération de leur propre vieillissement, eh bien des offres moins stigmatisantes, moins j'ai envie de dire blouse blanche, pourront porter des acteurs un peu plus généralistes. Alors les bailleurs sociaux, moi je pense à La Poste aussi qui a pignon sur rue encore une fois et qui est très engagé aussi dans ces démarches-là, pourront faciliter finalement des démarches de prévention pour les seniors. Et si je vous suis bien, ça rejoint un petit peu ce que disait Marie Grosset aussi au début de cette table ronde, à savoir qu'il faut partir de l'usager. En fait, c'est ça la base de tout. Vous êtes d'accord tous avec cette idée-là ? Alors, tout à fait. Typiquement, si on prend l'exemple du guichet unique, nous, on a eu la chance à Silver Valley de travailler sur justement le parcours du guichet unique il y a déjà un petit moment. À Silver Valley, on a une communauté de bénévoles seniors qui testent absolument toutes les innovations et qui sont impliqués à chaque étape de la création des innovations. Et du coup, pour ce fameux guichet unique, on avait testé ces initiatives de parcours qui existaient. Donc voilà, c'est intégrer le senior dans chaque étape de la création du vieillissement, que ce soit dans le parcours client, que ce soit dans les UX quand c'est une application web, que ce soit dans la proposition de valeur, que ce soit dans les éléments de langage.
En tout cas, les choses avancent. Pour conclure, oui, Hugues Vidor. Oui. Oui, non, juste un point pour faire une, Parlez bien dans le micro. une focale sur les personnes les plus vulnérables. C'est-à-dire, dans notre pays, il y a effectivement des personnes âgées qui vieillissent bien, qui ont des besoins, etc. Puis il y a les personnes âgées qui sont en situation de perte d'autonomie et qui sont vulnérables. Et pour nous, dans notre conception, ces personnes-là doivent être prises en charge par la solidarité nationale. Voilà, on est très attaché à ça et le gouvernement est sur cette logique aujourd'hui, mais on entend un certain nombre de solutions émerger sur lesquelles nous on dit c'est bien pour l'ensemble des citoyens, mais pour les personnes vulnérables, attention. Sinon on va rentrer dans une inégalité de traitement, on va avoir des problèmes parce que c'est le principe de la sécurité sociale que je rappelle, c'est chacun selon ses besoins et non pas selon ses moyens. Donc là, on n'est pas dans une logique de marché, je tiens à le souligner. Et deux points complémentaires par rapport à ça, c'est de regretter que dans l'économie sociale et solidaire, eh bien, nous n'avons pas l'équivalent de ce que le secteur lucratif peut bénéficier aujourd'hui, c'est le crédit d'impôt. Monsieur parlait, Silver Valley, du crédit d'impôt et de l'innovation sociale. Donc on se bat, on se mobilise. On en a parlé à Olivier Grégoire, qui est passé aujourd'hui. On fait partie des instances au Conseil supérieur de l'économie sociale, mais c'est un sujet majeur. C'est-à-dire que si on veut innover sur les territoires, il faut encore qu'on en ait les moyens. Et pour cela, il faut que les organisations de l'économie sociale, notamment de l'aide à domicile, au plus près des besoins des plus vulnérables, je rappelle que c'est le secteur qui est le plus en lien avec les plus vulnérables, il a besoin aussi, par rapport aux déserts médicaux, il y a des innovations importantes qui se font dans ce secteur, eh bien, malheureusement, on passe à la trappe, si je puis dire. Donc, dans l'effort du gouvernement que nous appelons, il y a ce point-là, alors qui est plus, je dirais, du registre d'Olivier Grégoire, mais on ne fait pas, nous, de silo entre les ministres, c'est plutôt la politique globale du gouvernement. Mais je tenais à le dire parce qu'on est très attaché à cette question de solidarité nationale. Alors évidemment, il y a des besoins pour tous, mais cette population, elle a un besoin particulier et il ne faut pas la mettre de côté parce qu'on parlait du minimum des retraites. Vous savez, c'est le minimum, il y en a beaucoup qui sont en dessous et ils n'ont pas les moyens, en fait, d'être pris en charge. Et donc, là-dessus, attention à ne pas toucher à cela, c'est un des principes de notre République et c'est un principe de notre cohésion sociale. Olivier Grégoire, on a parlé hier ici même sur cette même scène, il y avait le député La Baronne aussi qui était là avec son amendement quelque peu controversé par les personnels et les professionnels des services à la personne, mais a priori ça rétropédale un petit peu, donc on a bon espoir que tout cela soit maintenu. Oui, Marie Grosset, vous voulez pour conclure? Oui, juste, j'ai oublié de vous dire que je crois que ce vieillissement important de la population, c'est aussi une formidable occasion pour notre société de se poser des bonnes questions sur le modèle de solidarité qu'on veut avoir. Et voilà, c'est vraiment, on est au pied du mur. C'est l'occasion de montrer qu'on est capable d'être une société un peu fraternelle. Et je rebondis sur ce que vous avez dit sur l'habitat intergénérationnel, l'habitat inclusif, avec ces nouveaux modes de vie qu'on voit poindre, et le gouvernement qui a mis en place l'aide à la vie partagée. Et tout ça, ça va dans le bon sens et il faut sans doute l'appuyer. Et le Haut-Commissariat au Plan est en train de préparer une note sur ça. D'autant qu'effectivement, la crise immobilière est très importante actuellement, on le voit. Merci beaucoup, merci à tous. Il y aurait de quoi débattre encore pendant des heures, bien évidemment, sur ce sujet. Mais en tout cas, merci d'avoir participé à cette table ronde. Je crois qu'on peut applaudir nos intervenants. Merci à vous tous d'avoir assisté. On va enchaîner donc sur un sujet qui a été évoqué également, à savoir Prime Adapt. Ce sera le thème de la conférence qui suit. Ici même, dans 10 minutes, à 11h30. Et puis je vous rappelle le rendez-vous important qui vous est proposé cet après-midi, ici même, juste à côté, vous voyez les rideaux verts donc, de l'espace VIP qui va être transformé en lieu d'échange avec 43 auteurs, réalisateurs de films, podcasteurs, experts qui seront réunis pour échanger avec vous et avec tous les exposants et les visiteurs sur les thèmes de prédilection que sont les aidants familiaux, bien vieillir et handicap. Ils présenteront leurs différents ouvrages. Vous pourrez les rencontrer. C'est cet après-midi entre 15h et 17h, ici même, donc espace VIP. Merci à vous.